Bonsoir à tous et bienvenue dans notre nouveau numéro de Bref d'actualité, émission qui analyse l'information en quelques minutes. Ce soir, je vous propose le sujet de l'immigration et de l'assimilation. Et pour parler de cette thématique, je suis avec Adrien Arispe, membre du Bureau national de l'appel au peuple, docteur en droit, auteur d'une thèse sur l'intégration. Bonsoir, monsieur Arispe. Bonsoir Christopher. Alors posons l'introduction de notre sujet. La question de l'immigration et de l'assimilation de ces populations immigrées a longtemps été considérée comme le sujet de prédilection d'un certain parti politique. Depuis plusieurs années, cette thématique devient essentielle, prenant une part toujours plus importante dans le débat politique. L'élection présidentielle à venir ne déroge pas à cette analyse. Dans leurs programmes politiques respectifs, les candidats affichent leurs solutions. Pour certains, l'immigration est un problème, pour d'autres, une solution. Quelques-uns se trouvent à mi-chemin en estimant que l'immigration n'est pas un problème, mais l'assimilation en est une. Par exemple, Valérie Pécresse souhaite stopper l'immigration en imposant des quotas d'accueil par pays et par métier. Elle souhaite supprimer les cotisations sociales non contributives aux étrangers non communautaires qui n'ont pas résidé 5 années en France de manière régulière. Éric Zemmour va plus loin puisqu'il souhaite supprimer le droit du sol et durcir les conditions de naturalisation, mettre fin au regroupement familial et limiter le droit d'asile à une poignée d'individus par an. Il rejoint Valérie Pécresse sur la suppression des aides sociales pour les étrangers extra-européens, sans toutefois mentionner de durée minimale de résidence sur le territoire. À l'opposé, Jean-Luc Mélenchon souhaite établir des accords de coopération et d'échange économique avec les dirigeants africains, suspendre le règlement de Dublin et mettre en place des règles d'harmonisation au système d'asile, tout en inscrivant dans la loi française le principe de responsabilité des pouvoirs publics à offrir un accueil digne. Il souhaite en outre régulariser tous les travailleurs sans papier et accueillir les migrants avec une répartition sur l'ensemble du territoire européen. Enfin, Anne Hidalgo souhaite redéfinir une politique d'asile pour garantir des procédures efficaces et un accueil digne des personnes et souhaite même une relance de la politique d'intégration avec un accès au travail dès la demande d'asile. L'on retrouve dans ces programmes la célèbre fracture droite-gauche en termes de politique migratoire. Alors ce lexique que l'on pourrait croire similaire entre les termes immigration, assimilation et intégration se retrouve pourtant des particularités que nous allons analyser avec notre invité ce soir. Monsieur Adrien Arispe, voici ma première question qui va me permettre de poser les bases de la discussion de ce soir. Insertion, intégration, assimilation. Que pensez-vous du débat sémantique sur les termes employés ? Merci Christopher pour cette première question. Elle est déterminante, elle est essentielle effectivement, puisque de quoi on parle, c'est important de le déterminer, de le trancher. En réalité, on ne parle pas des mêmes choses lorsqu'on parle d'intégration et lorsqu'on parle d'assimilation. Lorsqu'on parle d'intégration, on parle de l'intégration de la personne immigrée qui souhaite arriver sur le sol français et qui, dans les premiers temps de sa présence sur le territoire français, va s'intégrer en trouvant un travail, en trouvant un logement, en s'intégrant dans des cercles amicaux, des cercles professionnels et essayer d'intégrer ainsi la société qui l'accueille par un développement de relations sociales et professionnelles. Mais pour demeurer, et c'est là que la distinction que se fait, et qu'en réalité ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes, pour demeurer sur le long terme, sur le territoire français, et pour demeurer ainsi et pour devenir un national français, il faut s'assimiler, et ce n'est même pas moi qui le décide, c'est le Code civil qui impose que pour devenir français, il faut, ça fait partie des conditions, ça fait partie des critères, il faut être
assimiler. Qu'est-ce que l'assimilation? Et là aussi, il faut être très clair là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui circulent sur l'assimilation, beaucoup de clichés, selon lesquels ça serait un terme raciste, osons le mot, selon lequel ça serait un terme qui effacerait les différences, qui effacerait les cultures d'origine. Tout cela est en réalité archi faux. L'assimilation existe depuis l'Antiquité, hein, les Grecs eux-mêmes pratiquaient l'assimilation est le modèle le moins raciste qui soit, c'est-à-dire que c'est estimé que n'importe qui sur le territoire français peut devenir français, peut adopter la nationalité française, peu importe sa religion, peu importe son groupe ethnique, peu importe sa couleur de peau, peu importe tout ce qu'il est, n'importe qui peut s'assimiler et devenir français. Donc en réalité, c'est de dire que tout individu qui arrive sur le territoire français et qui veut devenir français, personne ne l'interdit, mais il faut juste qu'il devienne, qu'il s'assimile au groupe national qui l'accueille. Les premiers à avoir été assimilés, ce sont les Français eux-mêmes, à partir de la fin du 19e siècle, qui ont dû s'assimiler à un modèle de citoyen national français transcendant les différences régionales entre eux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de socle commun du citoyen français pour que nous puissions appartenir tous à la même communauté nationale. Ce qui ne veut pas dire que l'on efface les différences. L'Auvergnat conserve sa culture auvergnate qui n'est pas la même que la culture bretonne, qui n'est pas la même que la culture basque, qui n'est pas la même que la culture provençale. Chacun conserve malgré tout ses particularités dans le privé, dans l'intime. Pour autant, il y a un socle commun, ce qu'on appelle le citoyen national français, qui transcende la différence, qui fait que pour qu'on ait un projet commun, et c'est vraiment la spécificité de la nation à la française, qui n'est pas du tout la même que les autres nations européennes et orientales, la nation à la française fait qu'il y a une création qui transcende les différences, qui est le citoyen français. Et ce citoyen français, il nécessite que la personne s'assimile à ce socle commun, qu'il soit français ou qu'il soit étranger, pour devenir français. Donc, l'intégration concerne les primo-arrivants, ces étrangers qui arrivent et qui n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire, mais les étrangers qui ont vocation à rester à plus long terme, puis à désirer obtenir la nationalité française, doivent s'assimiler, c'est-à-dire doivent correspondre à ce socle commun dont je parlais tout à l'heure, qui est donc le citoyen national français. Du coup, on comprend bien quelque part que l'assimilation, c'est également une chance, c'est se mélanger à cette population tout en étant différent, mais quelque part se regrouper au terme des valeurs communes et aller quelque part dans un sens commun. Alors Exactement, justement, il est inhérent, d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, il est inhérent et il est synonyme du modèle universaliste également, qui est également aujourd'hui de plus en plus remis en cause. Le modèle de l'assimilation, c'est le modèle de l'universalisme, le modèle de l'intégration, voire du multiculturalisme, c'est cette fois-ci le modèle de la promotion des différences, et c'est le modèle qui est vraiment l'antithèse du système de la nation à la française. Alors justement, ça me permet d'arriver sur cette deuxième question que je vous pose ce soir. La France semble connaître depuis le début des années 2000 une forte vague migratoire. Certains vont jusqu'à parler de grand remplacement, d'autres nient au contraire le concept de crise migratoire. Mais qu'en est-il réellement selon vous? Selon moi, on ne peut pas parler dans un premier temps de grand remplacement. Là aussi, beaucoup de fantasmes sur ce terme, cette expression de grand remplacement, où on voudrait absolument se situer sur est-ce que vous acceptez l'idée du grand remplacement ou non. L'expression est une sorte de slogan presque publicitaire, politique, qui, nous, à l'appel au peuple, ne nous intéresse pas. Pourquoi? D'abord, c'est une expression qui a une origine, qui a un rapport de l'ONU. Je ne saurais plus la date, mais de mémoire, c'était il y a à peu près une vingtaine d'années, un rapport de l'ONU et qui disait qu'effectivement, il y avait un constat d'une crise de la natalité sur le continent européen, et que parmi les solutions pour résoudre cette crise démographique européenne, organiser un grand remplacement, c'est-à-dire faire venir des immigrés. Ça faisait partie des solutions envisagées par ce rapport de l'ONU, mais pas du tout une solution qui, depuis, a été mise en place. Donc, le grand remplacement signifie derrière une sorte de main invisible qui contrôlerait l'immigration et qui contrôlerait ce remplacement du peuple européen par un autre peuple. Et vous l'aurez de suite compris d'ailleurs, c'est totalement contraire à tout ce que nous avons dit auparavant, c'est-à-dire au modèle de l'assimilation, au modèle de l'universalisme. Si on est favorable au modèle de l'universalisme, on ne peut pas être favorable à une telle expression de grand remplacement. Pour autant,
si on ne rejoint pas cette expression de grand remplacement, nous ne sommes pas non plus pour le grand aveuglement. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise migratoire, les chiffres tendent à le prouver. Il y a à peu près depuis une trentaine d'années une augmentation de plus de 80% du nombre de titres de séjour délivrés chaque année. En un siècle, la part d'immigrés est passée de 3,8% à 9,7%. Il a quasiment doublé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et une particularité de la France dans le monde, c'est que les descendants d'immigrés sont plus nombreux que les immigrés eux-mêmes. Et chaque année, on a environ 200 000 titres de séjour réguliers délivrés chaque année, ce qui constitue, et ça c'est indéniable, c'est un fait, ensuite qu'on parle de crise ou non, mais c'est un fait, ce que constitue une vague migratoire importante depuis la fin des années 70 et qui se poursuit intensément depuis le début des années 2000. Il y a une troisième forte vague migratoire, après celle qui a été consécutive à la Première Guerre mondiale, puis celle qui a été consécutive à la Seconde Guerre mondiale. La différence de cette troisième vague migratoire par rapport aux deux premières, c'est qu'il y a une impression d'excessivité dans cette vague migratoire, il y a une impression que c'est trop par les Français, par certains intellectuels. Pourquoi? C'est parce que pour les deux premières vagues, il y avait un réel besoin démographique, il y avait une dynamique économique importante et il y avait les conditions d'accueil de ces nouveaux immigrés qui étaient remplis. Aujourd'hui, tout tend à penser que le système d'accueil et le système d'accueil de nouveaux arrivants sur le territoire français est obstrué, c'est-à-dire qu'il y a un fort taux de chômage, ça n'aura échappé à personne, il y a une vraie crise du logement, parce que s'il n'y avait pas de crise du logement, on n'aurait pas mis en place ce qu'on appelle le DALO, le droit au logement opposable, donc il y a une crise du logement, et il y a une crise économique, nous ne sommes plus dans la croissance des années 20, puis des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les 30 glorieuses. Bref, les conditions d'accueil et les capacités d'accueil de la France aujourd'hui ne sont plus celles qu'elles étaient après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la troisième vague migratoire n'est pas forcément plus importante que les deux premières. Par contre, ce qui est plus important et ce qui est plus problématique, c'est la capacité d'accueil aujourd'hui d'une troisième vague migratoire. Donc, ni grand remplacement, ni grand aveuglement. Il y a une vague migratoire. Elle est plus problématique aujourd'hui parce qu'il n'y a pas les capacités d'accueil contrairement aux deux premières. Et encore une fois, ce n'est pas une sorte de grand remplacement qui serait organisé par les pouvoirs publics, mais c'est encore plus grave que cela, j'ai envie de dire, parce que c'est subi par les pouvoirs publics. Et peut-être que nous allons y revenir après, mais c'est tout un ensemble de dispositifs juridiques et tout un ensemble d'engagements internationaux qui font qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics subissent cette vague migratoire et n'ont pas les moyens, les capacités politiques de s'y opposer. En réalité, par exemple, à peu près la moitié des titres de séjour qui sont délivrés chaque année ne sont pas du fait des pouvoirs publics. Ils sont du fait d'engagements bilatéraux avec des États d'anciennes colonies de l'Empire colonial français. La France s'est engagée dans des accords bilatéraux après l'indépendance de ces États à accueillir et à faciliter l'accueil chaque année de ressortissants de ces États. Et ça constitue plus de la moitié des titres de séjour chaque année. Donc en fait, lorsqu'il y a des débats à la télévision actuellement, lorsqu'il y a des débats au Parlement sur la volonté de modifier la loi, sur la volonté de mettre en place des quotas, etc., tout cela ne concerne que 50% des titres de séjour. Les 50%, la loi n'y peut rien, c'est prévu par des engagements bilatéraux avec d'autres États. Donc déjà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est su par la majorité des Français, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les débats ne concernent que la moitié des ressortissants qui viennent chaque année sur le territoire français. D'autre part, la France s'est engagée dans des traités internationaux comme la Convention européenne des droits de l'homme, l'Union européenne, qui ont instauré un système de droits fondamentaux auxquels ont participé également les juridictions françaises. Ce n'est pas que le fait des juridictions européennes, mais les juridictions françaises ont également mis en place un système de droits qui s'impose au pouvoir public, ce qu'on appelle les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux ont une autorité quasi supérieure, en tout cas au pouvoir public, en tout cas au pouvoir réglementaire. Et donc, par exemple, une autorité qui va refuser un titre de séjour pour une raison ou pour une autre, va pouvoir être contredite par le juge en vertu du droit à la santé, en vertu du droit à la vie familiale normale, en vertu de ce fameux regroupement familial qui s'impose également du fait du droit à une vie familiale normale qui est issu de la Convention européenne des droits de l'homme. Bref, tout un ensemble d'arsenal juridique
dans laquelle la France s'est engagée. La France n'y est pas pour rien, mais une fois qu'elle s'est engagée, elle est obligée de respecter ses engagements internationaux. Elle est obligée également de respecter les droits fondamentaux, parce que cette logique de droit, elle s'est imposée après la Seconde Guerre mondiale, et les pouvoirs publics sont réticents, sont timides à dire non, on ne va pas faire respecter ces droits-là, parce qu'il y a le souvenir d'une période de l'histoire de France pendant laquelle les droits fondamentaux n'ont pas du tout été respectés. Donc, il y a cette sorte de culpabilisation permanente qui font que c'est compliqué de se dire aujourd'hui, non, on ne va pas accorder ce titre de séjour, malgré le fait que vous nous expliquiez que c'est contraire à ce droit fondamental. Donc, les juges ont pris un petit peu en otage les pouvoirs publics et imposent avec donc impose, mais pas de manière inconstitutionnelle, pas de manière non plus contraire au droit international. C'est sous l'égide des traités internationaux et sous l'égide de la Constitution qui a été modifiée et qui a été donc, acceptée, impose par des décisions donc, le respect de certains droits fondamentaux et donc impose soit la délivrance de titres de séjour, soit s'oppose à l'expulsion de certains ressortissants. Donc ce n'est pas un grand remplacement qui est organisé par les pouvoirs publics, mais c'est une vague migratoire qui est subie par les pouvoirs publics et il y a une perte de contrôle totale, d'une part du fait des juges et des droits fondamentaux, d'autre part du fait des engagements internationaux de la France. C'est très intéressant quand même ce que vous évoquez, parce qu'on comprend en effet que les deux premières phases entre guillemets migratoires, c'est voulu, alors que la troisième est quelque part plus subie. Et je reviendrai sur ce que vous évoquiez dernièrement, sur cette hiérarchie des normes, sur cette Union européenne, la CEDH. Mais alors, du coup, est-ce que finalement, l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, donc en matière du sujet que nous évoquons ce soir, est-elle finalement plus du côté du problème que de la solution? Pour ce qui est de la vague migratoire et pour ce qui est du contrôle de la politique migratoire, qui normalement fait partie des premières attributions d'un État. L'État existe parce qu'il a des frontières, parce qu'il a un territoire, ça fait partie des 3 critères de l'État, une population, une souveraineté et un territoire. On apprend ça dans les premières années de droit ou même de sciences politiques. Eh bien, donc, l'un des critères, c'est d'avoir un territoire, et donc c'est de pouvoir décider qui entre ou pas sur son territoire. Bien, en ce qui concerne donc l'entrée sur le territoire ou la sortie du territoire, l'État français aujourd'hui n'a plus du tout le contrôle de savoir qui entre ou pas, à cause, moi je pense que c'est un problème, à cause de ses engagements dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans l'Union européenne. Ce qui ne veut pas dire que ces deux institutions sont fautives. La France s'est engagée, la France a accepté de s'y engager, et ce qui ne veut pas dire non plus que les pouvoirs publics, s'ils avaient le contrôle de la politique migratoire, n'agiraient pas différemment sur le fond. Attention, je ne dis pas que Bien sûr, bien sûr. je ne dis pas qu'ils s'en plaignent, je ne dis pas que je pense même qu'au contraire, c'est une sorte de déresponsabilisation et qu'au final, ils se complaisent plutôt dans cette déresponsabilisation, de se dire ce n'est pas de notre fait, c'est dû C'est de nos l'Europe, engagements c'est la internationaux. CEDH qui nous l'impose quelque part, donc on l'applique parce qu'on applique la loi. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'ils agiraient différemment s'ils avaient le contrôle. Moi, ce que je dis juste, c'est que le retour de la maîtrise et du contrôle de l'entrée et du séjour sur le territoire est une nécessité absolue. Après, on verra quelle politique migratoire on met en place, mais d'abord, sachons maîtriser, sachons contrôler. Et je pense que ça, je serais surpris qu'un candidat à n'importe lequel à la présidentielle me dise en face, les yeux dans les yeux, non, je ne veux pas décider qui rentre ou pas sur mon territoire. Après, qui me dise je veux en faire rentrer beaucoup, qui me dise je veux en faire rentrer aucun, soit, il décidera de la politique qu'il veut. Mais qui me dise les yeux dans les yeux, moi je ne veux pas que ce soit moi qui contrôle, je ne veux pas que ce soit moi qui décide de qui rentre sur mon territoire et de qui en sort, j'en serais très surpris. Oui, puis on voit en effet, comme je le disais en introduction, que cette question de l'immigration, de l'assimilation, était réservée à un certain parti politique, qu'il est devenu un sujet majeur, notamment de cette campagne présidentielle, en plus des questions de la sécurité. Alors, Éric Zemmour disait que dans les années 60, l'immigration était une chance, alors qu'aujourd'hui, c'est néfaste. Est-ce que finalement, ça rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure, des phases migratoires voulues et subies? Dans les années 60, on est encore dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Il n'y a pas encore eu la grande crise économique des années 70, de 1900, le choc pétrolier de 73, qui ensuite cause la fin de l'immigration professionnelle économique en 1974. C'est Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, Premier ministre, qui prennent cette décision de mettre fin à l'immigration économique parce qu'il y a une grave crise économique. Donc lorsqu'il dit que c'était une chance,
Je pense que c'est un peu ironique de sa part, mais c'est pour dire qu'à l'époque, en réalité, ce n'était pas un problème parce qu'il y avait une capacité d'accueil, une dynamique économique qui faisait qu'il n'y avait pas de problème et il y avait un véritable besoin de main-d'œuvre, ce qui était peut-être un problème à l'époque, je ne sais pas, mais il y avait un véritable besoin de main-d'œuvre et il y avait une croissance économique, une dynamique qui faisait que ce n'était pas un problème en tout cas. Après, je me porte difficilement sur le terme de la chance ou du problème, parce qu'après, ça induit quoi sur le côté chance? Est-ce que c'est sur le volet culturel, est-ce que sur le volet économique, est-ce que sur le volet social? Moi, j'ai du mal, en tant que juriste et en tant que même, politique, à me positionner sur le concept de chance. Je laisse ça aux hommes de culture, je laisse ça aux économistes qui vont pouvoir eux-mêmes chiffrer si ça a été une chance, un bienfait ou un poids. Ça, moi, j'ai du mal à me positionner là-dessus. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, il y avait la capacité d'accueil suffisante Ouais. pour faire venir des immigrés et que c'était effectivement, comme vous le dites, Christopher, c'était voulu, c'est-à-dire qu'à l'époque, la France était maîtresse, même s'il y avait déjà les accords bilatéraux. Dans les années 60, je ne sais pas si Éric Zemmour le sait, mais il y avait déjà des accords bilatéraux avec ces anciennes colonies. Donc, elle ne maîtrisait pas totalement déjà à l'époque sa politique migratoire. Alors, on s'éloigne peut-être pas, on s'éloigne pas du sujet, mais on s'éloigne peut-être des questions que j'allais vous poser, mais c'est très intéressant parce que ça me permet justement de rebondir à ce que vous dites. Toujours sur cette campagne présidentielle, bien que ce que je vais énoncer est dit depuis longtemps par certains candidats, Marine Le Pen, bon, plus récemment Éric Zemmour, puisqu'il s'est lancé en politique, et Nicolas Dupont-Aignan, arguent du fait que il faut bien quelque part que les immigrés qu'on a aujourd'hui prennent le travail des Français qu'ils ne veulent pas. Est-ce que finalement, pour justement légitimer cette action, il part du principe que il y a quelque part une immigration qui est nécessaire, donc ça, ce serait plus du camp de la gauche traditionnelle, de Jean-Luc Mélenchon, de Fabien Roussel, etc., pour dire que finalement, si on impose un quota d'immigrés par travaux, par emploi, ou même carrément, comme le propose Marine Le Pen, mettre fin à l'immigration et au regroupement familial, est-ce que c'est vrai que les emplois qui ne sont pas voulus par les Français et qui sont tenus par les immigrés, est-ce qu'aujourd'hui cette notion-là est vraie ou totalement fausse? C'est un argument qui, c'est vrai, à chaque fois me surprend beaucoup, selon lequel les Français ne voudraient pas de certains emplois et que c'est pour cela que les immigrés, il est nécessaire qu'ils restent là parce que du jour au lendemain, il n'y aurait plus de chauffeurs de taxi, il n'y aurait plus de serveurs dans le restaurant, il n'y aurait plus de femmes de ménage, etc. Et ce sont les mêmes partis politiques qui mettent en avant cet argument qui ensuite parlent de racisme. Or, c'est quand même proprement méprisant de dire que les immigrés, c'est là juste pour assurer ce genre de poste, déjà, dans un premier temps. Exactement. Deuxièmement, moi, je pense plus dans une dynamique d'ordre général. Ce n'est pas que les Français ne veulent plus faire ce genre d'emploi, c'est qu'il y a, et ça c'est un vieux principe marxiste, on ne peut pas m'accuser d'être marxiste, mais il y a une sorte de pression à la baisse de certains salaires, une fois que certaines personnes sont là, sont présentes, pas forcément de manière régulière, et qui sont prêtes à tout, entre guillemets, pour travailler et pour rester sur le territoire, parfois avec un chantage de certains patrons, en tout cas, qui ne sont pas forcément déclarés. Il y a une sorte de pression, et c'est un fait, c'est une pression à la baisse de certains salaires. Donc ce n'est pas que les Français ne sont plus prêts à occuper certains emplois, c'est qu'ils sont prêts à les occuper dans des conditions dignes et dans des conditions humaines. Et je pense qu'avec un programme politique, économique qui redonne de la dignité à ces emplois et qui n'en font plus un emploi méprisant, comme apparemment veulent continuer de le faire certains partis dits immigrationnistes qui continuent donc de vouloir délaisser ce genre d'emploi et donc de dire écoutez, il n'y a que ce genre de personnes qui les acceptent, mais parce que ce sont des emplois dont personne ne veut, des emplois méprisants et donc méprisables. Je pense que dans une dynamique économique, dans une dynamique sociétale où on revalorise ces emplois, les Français occuperont ces emplois et la France s'est faite pendant un millénaire en occupant ces emplois. Donc j'ai du mal toujours lorsque j'entends cet argument. Il est d'une part méprisant pour tous ceux qui occupent ces emplois et d'autre part, il est un fond raciste pour moi de la part de ceux qui le mettent en avant. De la même manière que j'ai du mal avec ceux qui disent on va limiter l'immigration
aux diplômés, à ceux qui ont des forts diplômes, et on va continuer à faire venir des médecins, on n'aura plus de médecins, etc. Nous avons des Français, nous avons des milliers et des milliers de jeunes Français dans ce qu'on appelle les provinces, dans ce qu'on appelle les déserts parfois de la République, qui n'appellent que cela, qui ne demandent que cela, à être formés, à pouvoir aller à l'université, qui n'ont pas la chance de bénéficier des bourses parce qu'ils sont trop éloignés de l'université. Pour autant, leurs parents sont propriétaires d'une maison, ce qui les exclut du système des bourses, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui habitent dans les quartiers dits sensibles, mais qui sont à quelques stations de métro d'université ou quelques stations de RER. Bref, il y a des milliers et des milliers de Français qui ne demandent que cela, être formés, pouvoir être médecin, pouvoir occuper ce genre d'emploi. Donc les deux arguments m'énervent de la même manière, que ce soit de dire on n'aura plus de balayeurs, mais que ce soit de dire on n'aura plus de médecins. Eh bien, si, on peut assurer des conditions dignes d'emploi aux balayeurs et on peut former nos jeunes Français et nos jeunes de campagne, nos jeunes de province pour devenir médecins également. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec votre vision des choses, ce qui prouve en effet que un versant du problème peut également trouver sa solution, ou au contraire, sa problématique renforcée sur le versant économique, et vous l'avez très bien démontré. Alors, je vais revenir sur ce que vous évoquiez précédemment, donc cette perte de contrôle quelque part dans la politique migratoire de la France. Quelle en serait l'explication et quelle solution pourrait être envisagée? L'explication, elle appelle directement à la solution, c'est-à-dire le retour de la maîtrise, de la souveraineté de la politique migratoire de la France. C'est-à-dire que la France a perdu sa souveraineté, comme je le disais tout à l'heure, du fait d'engagements bilatéraux, et comme je le disais, du fait d'engagements dans des traités internationaux qui imposent le respect de certains droits fondamentaux, mais qui s'opposent du coup à la politique migratoire de la France. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de dénoncer tout article de texte international qui impose à la France une certaine politique migratoire, en tout cas qui lui fait perdre sa souveraineté. Ce qui ne veut pas dire, là aussi, qu'on ne respectera plus les droits fondamentaux, qu'on ne respectera plus nos engagements internationaux, mais au contraire, qu'on le fera dans le respect, et ça doit être la primauté dans le respect de la souveraineté nationale. C'est ce qui doit primer autant que faire se peut. Il ne doit plus y avoir une décision de justice, il ne doit plus y avoir un traité international qui s'impose à la politique migratoire. C'est vraiment, pour moi, ce qui fait l'essence d'un État, c'est de décider qui entre ou qui sort, comme je disais tout à l'heure, de son territoire. Hein, les deux critères, c'est donc les trois critères, c'est la population, le territoire, la souveraineté, c'est ce qui fait un État. Si l'État ne peut plus contrôler, n'a plus de souveraineté, si l'État ne peut plus contrôler qui fait partie de sa population, et si l'État ne peut plus contrôler qui sort ou rentre dans son territoire, alors on ne peut plus parler d'État. Donc, pour moi, le b.a.-ba et la primauté, c'est de récupérer notre souveraineté. Après, encore une fois, voilà, on décidera la politique migratoire à mettre en place en fonction de la dynamique économique, en fonction des capacités d'accueil de la France, mais autant que faire se peut, il faut tout d'abord récupérer sa souveraineté. Nous ne sommes plus dans la situation des années 60, donc nous n'avons plus à être engagés dans des accords bilatéraux avec nos anciennes colonies. Je crois que ce temps-là maintenant est révolu, et il n'y a plus à avoir de privilèges, il n'y a plus à avoir de statut spécial pour les ressortissants de ces anciennes colonies. Ils doivent être maintenant destinataires du même droit que les autres, du droit commun, et un droit dont nous aurons la parfaite maîtrise. Alors justement, c'est une précision intéressante, puisque, encore une fois, hein, si je reprends certaines propositions dans certains programmes politiques, certains candidats proposent de mettre fin à la surtransposition des règles européennes en révisant l'article 55 de la Constitution pour faire primer les lois nationales sur quelque part les lois européennes. Est-ce que c'est possible, d'une part, et est-ce que c'est un axe intéressant? Bah, moi, je pense que ça dépend de quel droit international on parle. Si on parle du droit dérivé, c'est-à-dire le droit qui est produit par des institutions internationales, là oui, je suis d'accord, la loi française doit être supérieure à ce droit dérivé. Mais c'est déjà le cas normalement, hein, c'est juste que les juges ont, par une jurisprudence fine et évolutive, ont rendu supérieur ce droit dérivé, c'est-à-dire le droit produit par les instances nationales, c'est-à-dire les directives, les règlements européens, ils l'ont fait rendre supérieur. Mais normalement, la loi française est censée être supérieure quand même à ces directives. En tout cas, il y a un flou là-dessus. Mais si on parle par contre des traités internationaux en tant que tels, je pense que la France doit s'honorer du respect des engagements internationaux dans lesquels elle s'engage, et que là, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas pour modifier l'article 55 pour rendre une loi française supérieure au traité international. Non,
l'on peut faire, c'est dénoncer des traités internationaux dans lesquels nous ne considérons plus qu'ils respectent la souveraineté de la France ou qu'ils respectent les conditions essentielles de la souveraineté de la France. Mais rendre une loi supérieure à un traité international dans lequel la France a engagé son honneur en s'engageant, alors qu'une loi peut être adoptée en 2 mois, là, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas convaincu. Mais dénoncer un traité international, là, je suis davantage convaincu. Par contre, la Constitution, elle, demeure et demeurera toujours. Et là aussi, il y a un vrai danger, il y a un vrai risque, parce que certains juges tendent à petit faire rendre le droit international supérieur à la Constitution. C'est le désir de certains juges. Il faut être vraiment vigilant là-dessus et répéter, garantir, consacrer, sans aucune condition possible et sans aucune réciprocité possible, la suprématie de la Constitution sur tout droit international, qu'il soit traité ou, ou directive. C'est particulièrement intéressant là, ce que vous énoncez, puisque dans les premières années, hein, quand on est à la fac de droit, on apprend cette fameuse hiérarchie des normes d'Hans-Kelsen. Et sur cette hiérarchie des normes, la Constitution est au sommet de cette pyramide. Est-ce que vous pensez que ça peut être inversé? C'est le risque, c'est le risque. Alors déjà, l'article 54 de la Constitution dispose que lorsque un traité est contraire à la Constitution, il faut modifier la Constitution avant de pouvoir ratifier le traité. Donc déjà, vous voyez, alors on prétend que la Constitution est supérieure, mais c'est quand même la Constitution qu'on modifie pour rendre le traité conforme. Alors l'argument qui est avancé, c'est de dire on ne peut pas aller modifier le traité pour une seule Constitution lorsqu'il engage, c'est pas grave, si ça arrive, on ne ratifie pas le traité, on ne s'y engage pas. Si on considère que c'est contraire à la Constitution, effectivement, on ne va pas demander aux autres de modifier le traité pour que ce soit conforme à notre constitution. Non, on ne s'y engage pas. Point final. Ou alors, on renégocie. On est la France, on peut quand même avoir les arguments pour renégocier un traité si on l'estime contraire à la souveraineté de la France. Et par exemple, en 1992, le traité de Maastricht, il a dû on a dû modifier la Constitution près de 3 fois pour pouvoir rendre le traité de Maastricht conforme à la Constitution, parce que le traité de Maastricht était évidemment contraire à la souveraineté et aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, et évidemment contraire à la Constitution. Il y a eu 3 décisions du Conseil constitutionnel pour enfin accepter le traité de Maastricht. Vous voyez bien quand même l'absurdité de la chose. Donc, il y a dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a des décisions qui tendent à penser et qui montrent un certain risque d'une volonté de juge qui souhaiterait rendre les traités de l'Union européenne supérieurs à la Constitution. Et je pense que là, c'est un danger véritable, et ça serait la défaite ultime de la souveraineté française d'accepter la supériorité du droit international sur la Constitution. C'est un peu, comme vous le dites, l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que dans les faits, la Constitution, bien entendu, reste la norme supérieure, mais c'est vrai que si on doit l'adapter pour qu'elle accepte le traité international, on sera toujours dans cet exemple où elle est bien au-dessus, mais si elle a dû se modifier pour respecter le traité, en effet, ça veut dire que ça inverse ce rapport de force, ce qui n'est totalement pas envisageable. Alors, vous évoquiez tout à l'heure justement la France. Alors, une question relativement simple, mais la réponse est peut-être plus complexe. Pourquoi parlons-nous de crise du modèle français de l'intégration ? C'est une question très intéressante, je vous remercie de la poser. Le modèle français de l'intégration un petit peu classique, il a été théorisé notamment par un grand spécialiste de l'immigration et des questions relatives à l'immigration, qui s'appelle Gérard Noiriel, et qui parlait de creuset de l'intégration. C'est-à-dire que ce soit le français, mais l'immigré, lorsqu'il arrive sur le territoire, il y a une sorte de creuset dans lequel il est intégré, dans lequel il vit, dans lequel il s'épanouit, qui fait qu'au fur et à mesure, eh bien, il devient français, au fur et à mesure, il est intégré à la société française pour finir par s'assimiler. Le creuset, il est composé par quoi? Il était composé traditionnellement par l'école, le système scolaire qui permettait de créer, entre guillemets, du français, hein, c'était l'expression qui était généralement dite, était composé par le travail. Il y avait une forte classe ouvrière qui faisait que l'étranger, par une sorte de pression collective, par son rapport régulier avec ses collègues ouvriers, par l'activité syndicale, s'intégrait également de cette manière. Il y avait la religion, évidemment, et puis il y avait également le service militaire pour les hommes, qui permettait là aussi de s'intégrer et de créer du français. C'était les quatre principaux éléments du creuset français de l'intégration. On se rend compte que les quatre éléments du creuset sont aujourd'hui en crise. On parle de plus en plus de crise du système scolaire, on parle
crise de la classe ouvrière, la classe ouvrière n'existe plus. La religion, on voit la situation dans laquelle elle est, en tout cas pour la religion catholique, et puis on ne fait que parler aujourd'hui des problèmes liés au fait d'être religieux. Et le service militaire a été supprimé. Bon, c'est tout un débat pour savoir s'il faut le rétablir ou non, mais en tout cas, c'est en fait, il n'exerce plus la pression, il n'exerce plus le rôle qu'il a pu exercer sur des générations. À cela se mêle, contrairement à ce qui a pu être le cas pendant des décennies, une sorte de discours ambiant, que ce soit à la télévision, à la radio, à l'école, dans les médias, par les intellectuels, d'antipatriotisme, c'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait une sorte de discours généralisé patriote, de valorisation de l'histoire de France, parfois peut-être exagéré, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait un discours positif sur la France qui était véhiculé, qui était transmis et qui était ainsi incontestable. Aujourd'hui, c'est le contraire et un excès totalement inversé, c'est-à-dire qu'il y a un discours généralisé de repentance vis-à-vis de l'histoire de France. On aurait commis tous les crimes de la terre, on serait, nous, la France et autres États européens, les responsables de tous les maux de la planète et de la Terre. Le président français, quand même actuel, a lui-même parlé de crimes contre l'humanité à propos de la France pendant sa campagne présidentielle de 2017. L'école aujourd'hui met en avant davantage d'autres cultures, d'autres civilisations. L'Union européenne, la volonté de construire une Europe dans l'Union européenne plutôt que de valoriser la culture française, de valoriser l'histoire de France. Bref, il y a un discours ambiant assez nauséabond et négatif, qui est pessimiste et qui n'est plus du tout propre à intégrer, qui n'est plus du tout propre à établir une communauté nationale qui accepterait de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on pouvait reprocher ce qu'on appelait le roman national, on pouvait reprocher ce qu'on veut au patriotisme, mais moi j'estime, et je suis convaincu que l'appel au peuple, en tout cas on l'est tous, que c'est ce discours positif, que c'est ce discours inclusif, c'est ce discours patriote et c'est ce discours valorisant pour la France, c'est le territoire sur lequel nous habitons tous, qui fait que nous appartenons tous à une communauté nationale, ce qui fait que nous désirons appartenir à la même communauté et qui fait qu'on apaise les tensions. On apaise les tensions en allant tous dans le même sens, en valorisant le territoire sur lequel on habite, plutôt qu'en disant qu'il a été responsable de tous les maux de tous les maux de la terre, qu'il est un criminel, que les Alsaciens ont à se plaindre de cette partie de l'histoire de France, que les Algériens ont à se plaindre de cette partie de l'histoire de France, que les Basques ont à se plaindre de cette partie de l'histoire, les Provençaux, les Albigeois, les Bretons, n'importe qui, effectivement, aurait des reproches à faire à la France, à la République, à la monarchie, à l'Empire. Si l'on cherche, si on décortique chaque partie de l'histoire de France, il y a forcément un moment donné où un peuple ou une partie du territoire a eu à s'en plaindre. Mais justement, ce qui a fait la beauté de la France, c'est de transcender tous ces particularismes, de dire nous appartenons tous à l'histoire de France, et ce produit merveilleux, humain et collectif, ce qui s'appelle la France, nous sommes tous fiers d'y appartenir et de voir le résultat qu'on a réussi à faire tous ensemble malgré les conflits, malgré les divisions qui pouvaient être notre départ. Aujourd'hui, on les encourage, ces divisions, on les attise au lieu de poursuivre dans ce qu'on faisait pendant longtemps, c'est-à-dire de valoriser cette communauté nationale. C'est pour ça que j'étais un peu long, hein, désolé, mais c'est pour ça qu'on parle de crise, modèle d'intégration. Il n'y a plus aujourd'hui de modèle d'intégration, mais selon moi, de modèle de désintégration. C'est-à-dire qu'on désintègre, on met en avant les particularismes, on met en avant la différence de chacun plutôt que de mettre en avant ce qui nous rassemble. C'est exactement ce que l'on retrouve aujourd'hui, en effet. Et puis, pour revenir à ce côté historique, il faut aussi se rappeler que le général de Gaulle dissociait le patriotisme du nationalisme. Alors, sur une terminologie qui est peut-être un peu à la mode chez Jean-Luc Mélenchon, donc il disait le 24 septembre dernier, il utilisait le terme de créolisation. Donc, pour lui, la créolisation, c'est quand un mélange de cultures donne la création d'une entité culturelle nouvelle et inattendue. Que penser de cette mise en avant ? Moi, je suis pas d'accord parce que derrière la créolisation, c'est la mise en avant de différences et c'est la mise en avant de plusieurs différences pour créer une nouvelle culture. Alors que justement, la beauté du modèle d'intégration à la française, c'est la transcendance des différences. Donc, c'est pour moi tout le contraire de ce qui a été fait pendant des décennies et pendant des siècles sur le territoire français et tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Parce que chacun voudra se voir représenté dans ce modèle créolisé qu'il appelle. Et chacun va pouvoir se plaindre de ne pas être assez représenté, de ne pas avoir sa culture suffisamment représentée dans son modèle. Donc, je suis complètement opposé et très réticent à ce modèle de créolisation. Alors,
Par rapport à ce que vous dites, moi, ça me fait penser à, on va dire, à un comparatif sportif. Ce n'est pas la somme des individualités qui fait un collectif, au final. Exactement, exactement. Et pour poursuivre dans le comparatif sportif, je me souviens que pour l'équipe de France de football, certains se plaignent de ne pas être assez représentés dans l'équipe de France, ce qui est pour moi un discours dangereux, parce que où arrête-t-on la différence et où arrête-t-on la nécessité d'être représenté et de représenter qui dans l'équipe de France. Donc c'est un petit peu la métaphore de ce qu'ils voudraient dans la créolisation. Au bout d'un moment, il y a forcément un petit groupe, un groupe minoritaire qui arrivera et qui dira, mais moi, ma culture, je ne la vois pas représentée dans votre modèle créolisé. Donc, c'est sans cesse, pour moi, un vecteur de division et de tension. Et on en vient finalement à l'opposé de ce que représente l'assimilation. Exactement, c'est tout l'opposé. Alors, justement, pour conclure avec le temps qu'il nous reste, la dernière question que j'aimerais vous poser est la suivante. Pour vous, par rapport à tout ce que vous avez évoqué ce soir, ces pistes, comme ces réflexions, comme ces interrogations, quelles mesures pourraient être adoptées pour relancer et revitaliser l'intégration, l'assimilation à la française? Bah, tout démarre à l'école, j'ai envie de dire. Tout démarre à l'école avec déjà un discours radicalement différent de tout ce qui est fait depuis les années 80, un discours valorisant sur la France, la cessation de cette repentance qui est pour moi dangereuse. Donc, vraiment un discours positif. On accuse souvent les partis dits conservateurs, gaulo-bonapartistes, d'être tout le temps pessimistes, alors qu'au contraire, nous sommes, je pense, le parti le plus positif et le plus optimiste de la scène politique, parce que nous expliquons que nous sommes fiers de cette belle création humaine qu'est la France, nous sommes fiers de la France, nous acceptons quiconque veut intégrer notre communauté nationale à la condition de parler la langue française, d'apprendre l'histoire de France, d'en être fier, de la faire sienne. Nous sommes tous deux, hein, Christopher et moi, membres d'une province qui à la base n'était pas forcément française, et pourtant nous sommes tous les deux aujourd'hui réunis au même drapeau français, au sein de la même Marseillaise, du même hymne. C'est ça qu'on propose à n'importe qui arrive sur le territoire, ou n'importe qui y vit. Donc c'est un discours positif, un discours optimiste et un discours d'accueil à quiconque le désire. Par contre, un discours ferme vis-à-vis de quiconque se refuse, et refuse le drapeau français, et refuse l'histoire de France, et refuse l'assimilation. Donc l'école, pour moi, est le début de tout. Veiller à ce que l'assimilation soit vraiment respectée, effectivement, lorsque la nationalité française est accordée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de tous les étrangers qui accèdent à la nationalité française. Pour certains, on vérifie l'assimilation, pour d'autres, on ne vérifie pas l'assimilation. Donc, il faut que l'assimilation soit contrôlée et soit vérifiée, et notamment l'assimilation linguistique. Il y a aujourd'hui des Français qui ne parlent pas la langue française. Et ce n'est pas un fantasme, c'est un fait triste, hélas, mais c'est un fait véridique. Donc, juridiquement, veiller à ce que l'assimilation soit respectée, juridiquement, étendre également les cas peut-être de contrôle de l'assimilation, abroger ce qu'on appelle les lois mémorielles, c'est-à-dire les lois qui imposent une certaine vision de l'histoire, et les lois qui valident la repentance vis-à-vis de certaines périodes de l'histoire de France. Je pense que ce sont des lois dangereuses, ce sont des lois qui divisent, et ce sont des lois plus pessimistes que positives. Donc ce genre de mesures sont assez simples, mais c'est, je pense, de toute façon, une dynamique là aussi d'ensemble dans la société. Seul un gouvernement ne pourra pas changer les choses en 5 ans. Il ne faut pas non plus mentir aux gens qui nous écoutent. Ça ne prendra pas 5 années pour y parvenir. Ça prendra peut-être une génération, voire 2 générations, mais de retour à ce qui a été déconstruit depuis maintenant presque 50 ans, c'est-à-dire le retour à une vision positive de la France. C'est une conclusion que je trouverais parfaite dans cette actualité, quand on connaît les événements que l'on rencontre aujourd'hui, notamment en Corse, sur le fait qu'en effet, ce problème-là n'est pas forcément un problème qui est extra-français, qui est dans nos frontières même, ces problèmes se retrouvent. Merci Adrien pour toutes ces précisions particulièrement éclairées. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres sujets. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous.